Constance Le Grip, bonjour. Bonjour Christophe Vous êtes députée des Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'être là. Alors, on a écouté Emmanuel Macron hier en marge du sommet européen balayer tout regret de ne pas avoir confiné la France fin janvier. Il explique d'ailleurs que l'Allemagne l'a fait et s'est retrouvée quelques semaines après en rouvrant quasiment dans la même situation que nous. Est-ce que vous lui donnez quittance de ce choix du 29 janvier de ne pas reconfiner drastiquement ? Alors, je comprends que l'exécutif ait choisi, je le dis très franchement, de ne pas replonger notre pays dans un confinement national, total, strict, tant j'ai fini par me rendre compte, comme j'imagine une écrasante majorité de nos compatriotes, des dommages sociaux, économiques, mais également sanitaires, psychologiques, mentaux, du confinement total et général, strict, comme on en a connu au moins deux. Donc, je ne sais pas si cela veut dire que je donne quittance à l'exécutif, mais je comprends que cette décision soit extrêmement difficile à prendre et que l'on recule et que l'on évite de se retrouver acculé à cette décision qui est vraiment celle du dernier recours. Mais est-ce qu'on n'est pas au dernier recours ? La situation se dégrade quand même considérablement, notamment en Île-de-France. On voit les hôpitaux crier au secours. Est-ce que là, maintenant, le moment n'est pas venu de reposer la question ? Très franchement, je n'ai pas toutes les données qu'ont les épidémiologistes et ceux qui font des modèles, mais je pense vraiment qu'il y a certainement encore quelques marges de manœuvre en termes de durcissement d'un certain nombre de mesures de freinage, de restrictions, continuer, renforcer peut-être nos appels à la responsabilité et au civisme de nos compatriotes, parce qu'encore une fois, le confinement total serait, de mon point de vue, même si j'entends bien les médecins, les appels à l'aide des soignants, seraient, de mon point de vue, extraordinairement ravageurs. On peut durcir sur les regroupements en extérieur, on le voit le week-end, sur les berges ensoleillées ou dans les parcs. Là, la police peut faire quelque chose ? Bien sûr, c'est très difficile dans un pays qui aime la liberté d'en arriver à se dire qu'effectivement, il faut encore et toujours appeler nos concitoyens à ne pas se retrouver et demander à ce que les forces de l'ordre interviennent, effectivement, mais je crois qu'on en est arrivé à ce point-là, redire à quel point le télétravail, la pratique de la distanciation physique, c'est-à-dire celle consistant à ne quasiment pas se déplacer, sauf vraie raison valable, doivent pouvoir encore être promues et renforcées. Et puis il y a au cœur du débat les écoles. Laisser les écoles ouvertes le plus longtemps possible. On voit en quoi c'est nécessaire. Est-ce qu'on peut là aussi durcir encore un peu, serrer les jauges, peut-être avancer les vacances, comme le propose Valérie Pécresse ? Oui, il y a certainement encore, même si ça va poser d'énormes problèmes, des choses à faire pour renforcer le protocole sanitaire. Il y a la question des cantines, bien sûr, qui est à nouveau posée. Avancer les vacances scolaires, j'ai entendu cette proposition intéressante de Valérie Pécresse, qui effectivement est engagée dans l'action et puis fait des propositions et essaye d'être utile et dans l'action et dans le débat. Inévitablement, se poserait, si on devait avancer en Île-de-France les vacances scolaires, la question de savoir ce que cela a comme conséquence pour les parents qui, avec un laps de temps très très court, se retrouveraient avec les enfants à la maison. Est-ce que ça veut dire que les centres aérés et toutes les structures qui fonctionnent normalement, on le sait, dans chaque commune pendant les vacances scolaires, seraient elles aussi en situation d'accueillir les enfants très très vite ? Ça fait quand même beaucoup de sujets compliqués. Donc, je pense qu'on peut encore se donner quelques jours de réflexion et surtout d'analyse fine de l'évolution des chiffres de l'épidémie avant que d'en arriver à cette extrémité-là, qui, de mon point de vue, est quand même sévère, celle consistant à fermer prématurément les portes des écoles et des collèges. Le combat principal, c'est le combat de la vaccination. David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes, veut vacciner les quinquagénaires sans comorbidité, ce qui n'est pas prévu normalement par l'ordre de priorité. Olivier Véran, d'ailleurs, le lui refuse. Lequel des deux a raison ? Je dois dire que j'ai été assez estomaquée d'entendre le ministre de la Santé admonester un maire, David Lisnard. On nous a seriné pendant plusieurs semaines, et je crois même que c'est un peu pour cela que Jean Castex était devenu Premier ministre, qu'il y allait avoir de la concertation, qu'on allait écouter les élus locaux, qu'on allait être absolument dans la proximité, le pragmatisme, etc., etc. Il y a un maire
vous l'avez cité, le maire de Cannes qui est très actif sur ce front, comme la totalité des maires de France d'ailleurs, qui propose quelque chose, qui dit qu'il peut le faire, qu'il a les moyens, le personnel, les lieux, etc. Et c'est presque délirant, le ministre de la Santé qui, depuis Paris, lui interdit de faire ainsi. Je trouve cela extrêmement dérangeant, tout à fait contraire à ce que l'on doit normalement attendre d'une relation, je dirais, de confiance normale entre l'exécutif et les pouvoirs locaux. Et si le maire de Cannes, je ne connais pas la situation précise du nombre de doses disponibles dans les Alpes-Maritimes ou à Cannes, estime qu'il peut le faire, on nous dit vacciner, 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 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si lui est en capacité de le faire, il faut le faire, il faut y aller. Alors beaucoup tombent sur le dos de l'Europe en disant que l'Europe a mal géré les achats de vaccins. Même le président reconnaît que l'Europe a été un diesel. Vous avez été au Parlement européen. Est-ce que vous défendez l'Europe? On a bien fait de procéder ainsi, ou est-ce qu'on aurait dû acheter les doses pays par pays? Clairement, le fait de choisir de confier à une instance, en l'occurrence la Commission européenne, le soin d'essayer de mutualiser les achats, les commandes, la négociation avec les laboratoires pharmaceutiques n'était pas quelque chose d'absurde ni d'insensé. On voit bien que la jungle, la guerre qui aurait pu résulter de commandes passées en ordre dispersé, de batailles entre États-nations pour s'octroyer des doses de manière désordonnée, etc., aurait provoqué des ravages. Simplement, il faut rappeler que la Commission européenne n'a absolument pas de compétences en matière de santé et qu'elle n'a pas été à la hauteur de la mission qui lui a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement. Elle n'a manifestement pas su trouver dans sa pourtant très pléthorique administration les ressources humaines et les compétences pour négocier de manière, je dirais, énergique, responsable avec les laboratoires pharmaceutiques. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle était mandatée pour faire, c'est-à-dire veiller à défendre au mieux les intérêts des Européens, avoir une relation, je dirais, commerciale, digne de ce nom, claire, transparente, énergique avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc clairement se pose maintenant la question de savoir comment renforcer ce dispositif. Nous sommes en état d'urgence sanitaire en France jusqu'au 1er juin. La question va revenir devant le Parlement. Faut-il prolonger ou non? Est-ce que vous voterez à l'aveugle une prolongation ou est-ce que ça se discute? Ça se discute, bien sûr. Nous avions déjà, nous les Républicains, lors de la énième prorogation, pour le coup, voté contre. Parce qu'on commençait à trouver que ça faisait beaucoup, entre guillemets. À chaque fois, l'exécutif, non pas que nous soyons contre le principe même de l'état d'urgence sanitaire. On est conscient du fait qu'il faut adapter nos règles, fût-elles politiques et institutionnelles, jusqu'à un certain point. Mais à chaque fois que l'exécutif revenait devant le Parlement avec une demande de prorogation, c'était toujours pour une période de plus en plus longue. Et puis surtout, à force, on voyait bien que le rôle du Parlement, la capacité à organiser des débats, à entendre les propositions des uns et des autres, à avoir des rendez-vous réguliers, clairs, qui permettent non seulement aux parlementaires d'être informés, mais à nos compatriotes, était réduit, était étriqué. Et là, clairement, on verra exactement comment les choses seront présentées par l'exécutif, mais je n'ai absolument pas l'intention de donner, à l'heure où nous parlons, je n'ai pas du tout l'intention de donner un blanc-seing à l'exécutif sur ce sujet. À droite, Xavier Bertrand trouble le jeu. Il est candidat à la présidentielle, ancien membre des Républicains. Il ne passera pas par une primaire. Est-ce que finalement, c'est pas lui le vrai gaulliste? Il va face au peuple, comme le général de Gaulle à l'époque. Il a clairement invoqué les mannes du général de Gaulle et situé sa démarche dans ce qui fut à l'essence même de la démarche gaullienne et à l'origine de la Ve République et de l'élection au suffrage universel direct, la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple français. C'est effectivement, je crois, quelque chose qu'on ne peut pas dénier à Xavier Bertrand, un vrai gaulliste. J'observe que sur le sujet des primaires, aussi bien nos militants adhérents que nombre des élus qui composent le parti Les Républicains sont plus que réservés sur la formule des primaires telle qu'elle figure à l'heure actuelle dans nos statuts. C'est vrai qu'on a gardé
il faut le dire, un mauvais souvenir de la dernière primaire. Et donc, le sujet des primaires est clairement posé. Et oui, parce que Bruno Retailleau annonce de son côté qu'il y aura une primaire, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce qu'il a raison de dire, non, il faut quand même finalement un jour faire voter les militants ou les sympathisants? Est-ce que finalement, il ne faudra pas recourir à cet instrument malgré ses défauts? Je crois qu'il est prématuré, vraiment, au jour d'aujourd'hui, de décréter qu'il faudra faire voter les militants, les adhérents, les sympathisants, une primaire ouverte, fermée, semi-ouverte. Qui est dans vos statuts, normalement. Même. Normalement, la primaire ouverte est dans les statuts, mais clairement, je pense qu'il y aura des modifications statutaires et on ne va pas se retrouver en train de pratiquer à nouveau ce système dont on voit bien qu'il a laissé un goût amer. Par-delà même l'affaire Fillon, si vous me perdez des expressions, les divisions, les rancœurs, les rancunes ont vraiment macéré pendant trop longtemps pour qu'on puisse être convaincu de l'intérêt de cette affaire. Donc nous aurons à nous poser la question, effectivement, très franchement, le moment venu. Je ne vais pas au jour d'aujourd'hui. Il faut laisser passer les régionales, il faut laisser passer la montée des sondages. C'est l'automne, le moment venu? Le moment venu, c'est à la fin de l'été. Peut-être qu'à ce moment-là, quelqu'un se sera dégagé dans l'opinion et qu'on pourra faire l'économie d'une primaire. C'est peut-être effectivement la formule qui serait la plus sage. Alors, qui a vos faveurs parmi tous les prétendants? On les connaît, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et d'autres. Est-ce qu'il y en a un dont vous vous dites, celui-là ou celle-là, j'aimerais que la percée dans les sondages me permette de dire, voilà, c'est lui, c'est elle? Très franchement, en toute franchise, non. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas décidé de me ranger dans une écurie, entre guillemets, présidentielle. J'en suis encore au stade de l'observation, de l'analyse. J'ai besoin d'être informée sur les profils, les projets, les idées, les propositions. On sent bien, vous avez cité quelques noms, il y en a d'autres. Par exemple, il y a le nom de Philippe Juvin qui est dans votre département. Vous le soutenez d'ailleurs pour la fédération. Tout à fait. Un médecin. Pourquoi un médecin ne serait pas le bon candidat pour la prochaine fois? Les médecins ont beaucoup de choses à dire, on le voit bien, ils se sont emparés de tous les créneaux d'expression publique et médiatique depuis 12 mois. On verra parce que prétendre à la magistrature suprême, c'est quand même une aventure absolument incroyable. Beaucoup des quelques prétendants dont vous avez grainé les noms sont engagés dans une campagne régionale et donc n'ont pas encore fait acte de candidature officiellement, n'ont pas encore proposé leurs projets, leurs propositions. Nous avons également, par exemple, c'est un nom que vous n'avez pas cité, je crois, Michel Barnier, qui fait savoir qu'il veut pouvoir participer à ce débat et être utile à sa famille politique. Très franchement, en toute franchise, encore une fois, j'observe, j'écoute, j'essaye de me faire une idée. Et si aucun nom se dégage, l'idée que finalement Emmanuel Macron, entouré, renforcé, pourrait être le candidat d'une forme de centre-droit très élargi, allant jusqu'aux Républicains, ça pourrait être retenu? Nous aurons un candidat ou une candidate. La droite républicaine sera présente à ce rendez-vous, héritière encore une fois du gaullisme, très attachée aux institutions de la V République. Nous serons présents à ce rendez-vous. Nous aurons un candidat à l'élection présidentielle de 2022. Constance Le Grip, merci. Bonne journée. Merci.